Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 13e rendez-vous de la recherche sur l'autonomie. Je suis Perle Moret, chef de projet recherche à la CNSA et je suis aujourd'hui avec Anne Penaud et Saïd Assef que je présenterai un peu plus longuement tout à l'heure. Et donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour 1 heure pour ce webinaire. Avant cela, donc, je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous présenter le programme, la fin de ce programme de l'année 2024. Donc 2 séances sont encore à venir. D'abord le mardi 12 novembre, donc à la même heure, toujours de 13 h à 14 h. On aura le plaisir d'écouter Camille aux épaules, qui est économiste à l'IPP et qui nous présentera donc une présentation sur les disparités territoriales de l'APA. Une présentation qui est intitulée « Contraintes et marges de manœuvre dans la mise en œuvre de l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA. Quelle disparité entre les départements ?» Et puis, on a un report donc, de webinaire. Donc, le webinaire qui était initialement prévu le mardi 25 juin a été reporté donc, au mardi 28 janvier 2025. Et donc, on recevra à ce moment-là Afsa Nafia, qui est économiste à l'IRDES et qui s'intéresse à la mise en place de droits à des aides techniques donc, au titre de la PCH, donc la PCH pour prestation de compensation du handicap. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de ce programme 2024 sur notre site internet et on va vous mettre un lien vers l'ensemble de ce programme qui comprend également les liens de connexion Zoom sur lesquels vous pourrez nous rejoindre. Sachez aussi que l'ensemble des webinaires, donc les 13 éditions passées, sont trouvables en ligne. Vous pouvez consulter les replays sur la chaîne YouTube de la CNSA, donc la chaîne du service public de l'autonomie. Et là également, on va vous mettre un lien pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Anne Penaud. Anne Penaud, vous êtes docteur en sciences économiques et vous êtes chargée de recherche à l'IRDES, donc à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des EHPAD et en particulier de la relation entre le coût et la qualité dans ces établissements. C'est un travail que vous avez initié lors de votre thèse et que vous avez poursuivi, donc, dans le cadre de votre travail à l'IRDES. Et donc là aussi, on va vous mettre un lien, sur votre thèse, vers votre thèse, pour que vous puissiez retrouver son travail très facilement. Ensuite, donc, votre présentation sera suivie d'une discussion. Et donc, Saïd Assef va se prêter à cet exercice de la discussion. Et donc, Saïd Assef, vous êtes directeur adjoint des services départementaux des Landes et vous avez également exercé à l'Agence régionale de santé et plus précisément à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et donc, vous nous expliquerez notamment quelle est la spécificité du département des Landes dans l'offre d'EHPAD présente sur ce territoire et plein d'autres choses. Donc, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, sachez également que ce webinaire se clôturera par des questions-réponses, donc pendant une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. Donc, il y a un onglet Q et R qui est au centre de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite une fenêtre s'ouvrira sur votre droite et vous pouvez noter votre question. Et toutes les questions me sont remontées sur la tablette qui est avec moi. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de l'intervention d'Anne et de Saïd. Sans plus attendre, eh bien, je vous laisse la parole, Anne, pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour présenter mon travail qui en effet questionne les variations de prix d'hébergement en EHPAD et leur lien avec la qualité. Pour revenir un petit peu rapidement sur le contexte, il y a environ 7500 EHPAD en France qui représentent environ 600 000 places et donc à peu près 750 000 résidents par an.
Donc il y a trois il y a trois financeurs donc, de ces établissements. Les deux premiers sont des financeurs publics, donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui va financer ce qu'on appelle le forfait soins, donc qui est l'accompagnement en infirmier, en aide-soignante, en auxiliaire de vie également. Et il y a le forfait, dépendance, donc, sont les soins personnels, donc l'accompagnement, les auxiliaires de vie aussi, une partie qui est séparée entre les deux. Donc, voilà. Et donc ces deux financeurs publics donc, les prix sont fixés par des formules tarifaires. Donc on va évaluer le besoin des résidents pour identifier le montant qu'on va financer, dont l'établissement va bénéficier, avec une petite différence pour les financements départementaux qui peuvent varier d'un département à l'autre, même s'il y a quand même une formule tarifaire qui est nationale. Après, ce qui va plus m'intéresser dans ma présentation, c'est la partie hébergement. Donc la partie hébergement, qu'on peut parler hôtelier entre guillemets, donc ça va être la chambre, ça va être le linge, la cuisine, donc tout ce qui est lié à la vie quotidienne des résidents, qui là est financé par le résident, qui équivaut à peu près à 2 000 € par mois en moyenne, donc qui est au-dessus du niveau de retraite moyen en France qui est de 1 500 €. Et donc ce montant, ce prix d'hébergement, il va varier de façon importante en fonction des établissements, et notamment du fait, parce que si on ne peut pas payer ce coût d'hébergement, on peut bénéficier de l'ASH, l'allocation d'hébergement, allocation sociale d'hébergement, qui, elle, va faire qu'on va avoir des prix qui vont varier, donc soit un prix libre, donc les établissements vont mettre des places pour ces personnes-là et des places à prix libre. Dans la majorité des établissements publics et privés non lucratifs, les places sont habilitées à l'aide sociale. Donc ces places habilitées à l'aide sociale, elles sont négociées avec le département, donc le prix est négocié avec le département, alors qu'ils peuvent fixer des prix libres, mais c'est souvent les établissements lucratifs qui vont avoir la majorité de leurs places à prix libre. Donc ça explique des fortes variations de prix d'hébergement, et nous ce qu'on va regarder, c'est le lien entre ces variations de prix d'hébergement et la qualité. Donc là, pour montrer les différences importantes qui peuvent exister entre le secteur non lucratif et lucratif, donc les établissements lucratifs, on voit que déjà la forme elle est plus étalée, donc le secteur non lucratif c'est plus concentré, on voit que ça varie de 1 500 à 2 000 €. Alors que le secteur lucratif, on va être sur des variations qui vont de 2 000 à 3 000 € sur le gros de la partie, en sachant que le secteur lucratif a souvent, là c'est le prix de la chambre, et souvent ils ont des ajouts de coûts qui ne sont pas comptés dans mon étude, donc qui peuvent faire augmenter encore plus le prix mensuel. Je vais revenir maintenant un peu plus sur la partie qualité et sur la mesure de la qualité, pour revenir un peu sur l'historique des données qui existent en France sur la qualité au niveau national. Donc les premières études, les premières enquêtes, elles ont d'abord questionné le profil des résidents. L'objectif c'était vraiment de comprendre qui était hébergé dans ces établissements. Donc on a les enquêtes donc HID, HSI, l'enquête CARE, l'enquête autonomie maintenant qui va bientôt sortir. Et donc on peut identifier ces profils, mais ça donne très peu d'informations sur la qualité des établissements, notamment sur l'encadrement, sur le bâtiment, et même sur les résidents, on ne voit pas l'évolution après leur entrée, c'est vraiment à un moment T, on voit ce qui se passe. Donc après, il y a l'enquête auprès des établissements pour personnes âgées donc de l'adresse, l'enquête EHPA, qui elle va donner des informations à partir de 2011, donc il y en a une en 2011, 2015, 2019 et 2022, qui va donner des informations sur le taux d'occupation, l'encadrement, le professionnel, le bâtiment. Et ensuite, il y a eu d'autres types d'enquêtes. Par exemple, la Haute Autorité de Santé a fait une enquête qui s'appelle l'enquête Bientraitance, qui va plus questionner les processus internes des établissements. Est-ce qu'ils mettent en place des dispositifs pour accompagner la fin de vie? Est-ce qu'il y a plus d'informations sur le processus de soins à l'intérieur?
Et il y a aussi des données de consommation de soins, donc il y a des données administratives, donc notamment de rési de SMS, qui est une base qui comprend l'ensemble des séjours en EHPAD, qui sont remontés, qui sont appareillés aux données de consommation de soins, donc qui va permettre de regarder les hospitalisations des résidents, les consommations de médicaments par exemple. Et il y a aussi d'autres données administratives, notamment le tableau de bord de la performance et les données de la CNSA, qui, elles, sont des informations généralement plus structurelles, avec plus d'informations par exemple sur les financements reçus par les établissements, les niveaux d'endettement, voilà, c'est plus ce type d'informations. Et enfin, il y a une base qui a été réalisée par la DREES récemment, qui s'appelle Badiane, et qui a pour objectif de regrouper toutes ces informations, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans beaucoup d'endroits, mais avec en plus une qualité plus ou moins importante. Et là, la DREES a fait ce travail de réunification. En fait, pour revenir, il y a beaucoup d'informations, elles sont encore sous-exploitées, la majorité de ces études, ces enquêtes. Et il y a aussi des trous noirs, enfin, il y a quand même des choses qui ne sont pas très étudiées en France, notamment la satisfaction, mais aussi l'évolution clinique par exemple, les escarres. C'est quelque chose qui est étudié dans beaucoup de pays, où le niveau de perte d'autonomie, donc ça, c'est des choses qui sont évaluées régulièrement. Il y a des évaluations internes des établissements, qui sont internes et externes des établissements, qui sont réalisés avant tous les 3 ans, tous les 8 ans maintenant, tous les 5 ans. Mais s'il y a un guide de la Haute Autorité de Santé qui donne des indications sur comment faire ces évaluations, il n'y a pas de profil, enfin voilà, c'est pas standardisé et il n'y a pas de remontée nationale de ces informations. Au niveau international, donc je ne vais pas reprendre toute la littérature parce qu'elle est très longue et très remplie, mais je vais revenir sur des éléments clés et aussi des outils qui ont été utilisés par beaucoup de pays et qui ont donc été validés par beaucoup de chercheurs et travaillés par beaucoup de personnes. Le premier élément clé que je vais citer, c'est dans les années 80, Dona Bedian, qui est un des fondateurs de la question de la mesure de la qualité dans les établissements sanitaires de façon plus large, et qui a identifié 3 profils de dimension de qualité: la structure, donc les ressources humaines et matérielles, le processus donc, de soins, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait d'accompagner, comment on accompagne les personnes dans le soin, et les outcomes. Donc les outcomes, c'est le résultat sur l'état de santé, le bien-être, l'autonomie de la personne. Et en fait, ces travaux, ils ont mené à beaucoup de réalisations, notamment le Resident Assessment Instrument, qui est un instrument qui a été développé sur les nursing homes, donc les établissements de soins de longue durée, et qui a été développé donc, par les Américains, qui a été utilisé notamment pour évaluer et pour financer les établissements américains qui reçoivent des financements publics. Et ça a été développé dans beaucoup de pays avec des utilisations différentes. Des fois, c'est pour du financement, mais des fois, c'est juste pour l'évaluation et pour revenir au niveau national. En France, il y avait eu un test, mais ça n'a pas été développé. Et il y a un autre système, c'est l'ASCOT, qui est cette fois-ci anglais, qui a été développé plus récemment, dans les années 2010, et qui est de plus en plus développé actuellement dans beaucoup de pays, et qui va mesurer la qualité de vie des résidents en établissements et services médico-sociaux, et qui va donc sur plusieurs dimensions questionner régulièrement les résidents pour estimer leurs mesures de qualité sur différentes dimensions, avec l'avantage d'avoir une structure standardisée, comparable entre les pays. Voilà. Et depuis quelques années, il y a aussi de plus en plus de travail sur la qualité de vie au travail dans ces établissements, qui est une dimension importante de la qualité et qui est de plus en plus développée, mais qui n'a pas encore eu d'évaluation standardisée, un peu comme l'ASCOT ou le Resident Assessment Instrument.
Donc moi, ce que j'ai fait avec ce que j'avais pour ma thèse, c'est qu'on a pu, après plusieurs années de demandes administratives, on a pu appareiller 2 sources de données importantes qui vont nous permettre d'identifier plusieurs dimensions de qualité. Donc les données de l'enquête HPA, donc plus des informations structurelles sur l'établissement, et les données SNDS du Système national des données de santé pour les consommations de soins. Et donc on a créé 5 indicateurs. Le premier est un indicateur de qualité d'encadrement en personnel soignant qui prend en compte donc l'encadrement en personnel soignant, c'est-à-dire infirmière, aide-soignante, auxiliaire de vie, et le turnover de ce personnel et les difficultés d'embauche de l'établissement. Ensuite, on a fait un indicateur qui est plus spécifique à l'hôtellerie et à l'administration, donc le taux d'encadrement en personnel d'hôtellerie et d'administration. Ensuite, on a créé un indice de qualité de bâtiment qui comprend les dernières rénovations, le nombre de mètres carrés par résident, le fait d'avoir un jardin, l'accessibilité aux fauteuils roulants, aux lits médicalisés et la climatisation des chambres. Et enfin, 2 autres indices, un indice sur la qualité de processus qui prend en compte plus la coordination entre le secteur ambulatoire, avec le secteur ambulatoire et hospitalier, avec le fait d'avoir utilisé de la télémédecine, des équipes mobiles de gériatrie, de psychiatrie, de palliative, mais aussi des hospitalisations à domicile. Et enfin, il y a plus le dernier indice, c'est une qualité de résultat, dans le sens où on va mesurer la fréquence de recours hospitalier, les admissions en médecine-chirurgie, les re-hospitalisations, les admissions sensibles aux soins primaires et le recours aux urgences, donc les admissions non programmées. Donc, dans un premier temps, on a regardé le lien entre le prix d'hébergement et nos indicateurs et nos facteurs en fait, qu'on a étudiés par une régression linéaire. Cette régression linéaire, elle permet d'expliquer une très forte variation du prix. C'est rare en fait dans des modèles d'avoir 64% de la variation qui est expliquée par le modèle. Donc, c'est assez important. Et dans cette part de variation, la majorité, très large majorité de la variation est expliquée par le fait d'être un établissement privé lucratif qui explique 40% de la variation du prix d'hébergement. Le second facteur principal, c'est le prix du mètre carré dans la commune de l'établissement. Donc là, ça explique près de 20% de la variation du prix d'hébergement. Et ensuite, il reste les autres indicateurs, les autres variables qu'on a introduites dans le modèle. Et là, les indices de qualité qu'on a mesurés, ils expliquent uniquement 3% de la variation du prix d'hébergement qu'on observe. C'est pourquoi on a voulu un peu plus creuser sur la fixation des prix et de la qualité dans le secteur lucratif, et notamment de regarder le lien avec le pouvoir de marché de ces établissements dans le territoire, en sachant que je vais reprendre un petit peu la littérature pour comprendre pourquoi on s'est intéressé à cette question, parce qu'en économie, c'est vraiment la base de l'économie, hein, la concurrence, le prix, la qualité. Il y a les théories néoclassiques qui disent que si tout est parfait, on est dans un supermarché parfait, on aura la concurrence, ce n'est pas régulé, on a une information parfaite, tout le monde sait c'est quoi les meilleurs établissements, c'est quoi le prix, et dans ce cas-là, le prix reflète la qualité des établissements. Mais si on a un défaut de concurrence, donc une défaillance du marché, les établissements, notamment lucratifs, vont augmenter leur prix et baisser leur qualité pour augmenter leur profit. Pourquoi on pense être dans un secteur défaillant dans le secteur des EHPAD? Pour plusieurs raisons. Une première, c'est qu'il y a une forte asymétrie d'information. Il n'est pas facile de mesurer et d'évaluer la qualité au premier abord. Et aussi parce qu'on est dans un système où la rationalité des consommateurs peut être questionnée, c'est-à-dire que les choix sont souvent faits dans une situation d'urgence, donc la personne n'aura pas forcément le temps d'évaluer tout son environnement, et aussi les personnes sont peu mobiles, c'est-à-dire que même si on est dans un établissement, on voit que ça ne va pas, mais on va difficilement en sortir parce que c'est un coût très élevé pour les personnes. Chaque déplacement dans un environnement, étant donné leur état de santé, c'est difficile. Donc la théorie économique a montré de Hirsch, elle a montré que la concurrence des établissements non lucratifs peut améliorer la qualité des établissements à but lucratif et exercer une influence concurrentielle positive sur leur performance. Donc en gros, si on a une concurrence du secteur non lucratif, les établissements lucratifs, pour remplir leurs établissements, ils vont être obligés de baisser leur prix et d'augmenter leur qualité pour attirer les clients.
Et donc, comment on a voulu mesurer ce pouvoir de marché, donc le fait de pouvoir augmenter les prix dans le secteur lucratif. Donc, on l'a mesuré avec 2 indicateurs. Le premier, c'est l'APL, ça a été mesuré par la DREES, et ça mesure le nombre de lits pour 100 potentiels résidents à 1 heure de route. En rouge, donc, on a les territoires où il y a très peu de lits pour 100 potentiels résidents, c'est notamment la Corse, le sud de la France, l'Île-de-France. Et en blanc, donc les territoires où il y a énormément de lits, plus de 120 lits pour 100 potentiels résidents. Et là, on voit que c'est beaucoup la Bretagne qui ont, par exemple, beaucoup d'offres d'établissements. Après, sur la carte 2, donc là, c'est la proportion de lits appartenant au secteur lucratif à 1 heure de route. Donc ça, c'est moi qui l'ai calculé. Et en fait, là, on voit par exemple en blanc, sur la carte, ça a moins de 4% d'établissements lucratifs. On retrouve la Bretagne, on retrouve le centre de la France, l'Est. Et les communes qui ont plus de 40% d'établissements lucratifs sont en rouge foncé. Donc l'Île-de-France, le sud de la France, la Normandie, le pourtour de Bordeaux, la Corse. Donc voilà. Et donc, quand on réunit ces 2 variables, ça m'a permis de créer une variable de pouvoir de marché. Donc, on voit bien que la variable, elle augmente. Par exemple, là, c'est les déciles. Donc, les 10% de communes qui ont le pouvoir de marché le plus faible, ils sont en blanc sur la carte. Et ils ont 20% d'EHPAD lucratifs à 1 heure de route et 150 lits pour 100 potentiels résidents. Tandis que les communes des 10% qui sont les 10% de pouvoir de marché le plus important, eux, ils ont 50% d'établissements lucratifs même plus 58% à 1 heure de route et 75 lits pour 100 potentiels résidents. Et donc, on retrouve un peu les mêmes territoires. Donc la variation départementale, je ne suis pas sûre que tout le monde le voit, mais l'idée, c'est que l'escargot, il monte en fait en fonction des départements qui ont le plus de pouvoir de marché du secteur lucratif. On retrouve tout en haut la Haute-Corse, qui a 63 lits pour 100 potentiels résidents et 64% de lits du secteur lucratif à 1 heure de route. Et tout de l'autre côté de l'escargot, la Lorraise, qui a 157 lits pour 100 potentiels résidents et 1,4% de lits du secteur lucratif à 1 heure de route. Donc on observe des variations vraiment très très importantes de pouvoir de marché entre les territoires. Et donc je vais regarder le lien entre ce pouvoir de marché dans le territoire d'implantation de l'établissement et le prix et la qualité dans ces établissements lucratifs, en contrôlant de l'âge, de la proportion de femmes, du taux de mortalité moyen, du score de santé des résidents, mais aussi de caractéristiques dans le territoire, notamment le prix de l'immobilier par mètre carré, qui était un des déterminants majeurs du prix, de la part de personnes âgées, de la part de personnes vivant seules, le revenu médian. J'ai aussi fait des instruments, mais bon, ça c'est pour les personnes qui connaissent un peu plus en économétrie. Si vous voulez vous intéresser un peu plus sur les méthodes instrumentales et ce qu'on a fait, vous pouvez lire l'article, ça sera plus... Je ne vais peut-être pas aller trop dans le détail, il ne me reste plus beaucoup de temps. Et donc, voilà les résultats qu'on a trouvés. Donc, l'impact du pouvoir de marché sur le secteur lucratif, sur le prix et la qualité. Donc, ce qu'on observe, c'est que, toutes choses égales par ailleurs, les EHPAD lucratifs implantés dans un territoire dont le pouvoir de marché est 10% supérieur ont en moyenne un prix supérieur de 5%. Donc, pour comparaison, tout à l'heure, quand je montrais les 10 premiers déciles et les 10 derniers déciles, entre ces deux types de territoires, il y a 260 € de plus par mois. On a une augmentation de 10% du pouvoir de marché du prix locatif qui est associée à une diminution de 8% de l'indice de qualité de résultat, mais on ne trouve pas d'effet significatif sur les autres indicateurs, malgré le fait qu'ils soient quand même négatifs. Donc le coefficient est négatif, mais il y a trop de variations dans ces indicateurs pour que l'effet soit montré. Donc, à défaut, on peut dire un prix plus élevé sans améliorer la qualité, voire en la réduisant sur certaines émotions.
Donc le prix d'hébergement, donc pour conclure, le prix d'hébergement est principalement déterminé par le type d'établissement, donc le fait d'être lucratif ou non, et par le prix du mètre carré dans la commune. On observe des disparités très importantes de structures de marché en fonction des territoires français, qui sont encore assez peu étudiées finalement, et qui, je pense, mériteraient d'être observées et d'être questionnées. Le pouvoir de marché du secteur lucratif impacte le tarif d'hébergement, et sans forcément améliorer la qualité. Donc les EHPAD lucratifs ont peu de concurrence, qui ont peu de concurrence de la part du secteur non lucratif, donc qui ont une forte pouvoir de marché, peuvent augmenter leur prix. Ces résultats sont cohérents avec la littérature théorique en économie, mais aussi empirique d'autres pays, d'autres études d'autres pays. Et ces résultats, donc, ils questionnent beaucoup sur la question de la régulation. Et donc, sur notamment, par exemple, la liberté de fixation des prix d'hébergement dans le secteur lucratif, il faut savoir que ce n'est pas forcément fait dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a certains pays comme l'Allemagne où les établissements qui reçoivent des finances publiques, même si l'hébergement est payé par le résident, négocient le prix d'hébergement avec les instances de financement. Ou alors, comme en Australie, où ils fixent des plafonds. Ils vont fixer des plafonds en fonction des profils des personnes. Et pour chaque personne, ils auront un plafond différent. Donc en fait, on ne peut pas financer plus, enfin demander plus que ce plafond-là pour tel profil de personne. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites différentes dans d'autres pays. Et il y a aussi, ça pose aussi la question des politiques de régulation de l'offre d'EHPAD comme levier de politique publique, pour améliorer la qualité et réduire le coût pour les ménages. Donc là, on peut se poser la question de finalement, est-ce qu'on pourrait faire des politiques pour que la carte qu'on a vue, qui était quand même très disparate, ou alors l'escargot, soit un peu moins important, avec forcément la difficulté que l'offre bouge assez lentement, donc ce n'est pas toujours facile de modifier comme ça, enfin, en un claquement de doigts, le profil d'établissement dans le territoire. Mais bon, ça pose quand même la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des politiques qui incitent au-dessus d'un certain seuil à réduire voilà, la part d'établissements lucratifs. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous, Anne, pour cette présentation très claire et ces résultats très éclairants et passionnants et ces premiers éléments de discussion. Saïd Assef, si vous voulez poursuivre sur ces premiers éléments donnés par Anne. Merci beaucoup. Merci Anne. Alors je voudrais dire que cette thèse, la thèse d'Anne, n'a pas été subventionnée par le Conseil départemental des Landes. Ça aurait pu, tellement les conclusions vont dans le sens de la façon dont le département des Landes, le Conseil départemental, essaye depuis des années de maintenir une régulation assez importante concernant l'accessibilité dans tous les sens du terme sur les EHPAD. Et je le dis d'emblée, les Landes sont confrontées aux mêmes difficultés que dans d'autres territoires, des problèmes d'attractivité au sein des EHPAD, des problèmes financiers, quel que soit le statut des EHPAD dans les Landes, ils sont confrontés à des déficits comme partout. Donc ça ne protège pas, le statut ne protège pas des difficultés structurelles que les EHPAD vivent, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments que vous avez très bien exposés qu'on ne retrouve pas dans les Landes. Alors dans les Landes, et après quand même qu'on puisse discuter d'un certain nombre d'éléments sur le fond, peut-être pour ça d'ailleurs qu'on m'a demandé voilà, c'est que les Landes se caractérisent par le fait que, à part un EHPAD lucratif de 22 places historiques, la totalité de l'offre d'EHPAD dans les Landes est soit associative, soit publique, dans les 3 statuts possibles d'EHPAD public. C'est à peu près 4300 places, donc vous faites le ratio, 22 places de privé lucratif qui n'appartient à aucun grand groupe, hein, c'est un petit EHPAD, tout petit EHPAD familial, et tout le reste est non lucratif. Voilà. Et la part de l'associatif, c'est un peu plus de 300 sur les 4003. Voilà. Donc, le premier statut dans les Landes sur les EHPAD, c'est les EHPAD territoriaux. Et puis après, on a les autonomes et les hospitaliers. Donc, avec une politique départementale, c'est pour aller sur votre conclusion, puis après je vais revenir sur les premiers points, sur ce qui m'a marqué, c'est ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'y a que
la qualité dans la régression statistique ne pèse que 3%. C'est ça, à peu près. Ça n'impacte le prix qu'à hauteur de 3%, c'est ça? Oui, avec les indices. Avec les indices, donc voilà. Ce que je voulais exposer, c'est que dans les Landes, on a, outre les difficultés qu'on retrouve partout ailleurs, on a un effet immobilier et foncier qui vient créer des contraintes sur l'équilibre financier des EHPAD et puis sur la question de la négociation du tarif. Un point important, 100% des places dans les Landes sont habilitées à l'aide sociale. 100% des places. On a un tarif dépendance qui, si on sort la Corse et nos amis d'outre-mer, on fait partie des tarifs les plus hauts. Pour autant, c'est pas pour autant que le département, puisque je ne sais pas si on parlera des réformes en cours, mais il y a une réforme en partie financière qui est en cours sur la fusion des sections soins et dépendance. Le conseil départemental des Landes, mes élus ont fait le choix de candidater pour cette fusion-là, dans un souci de simplification pour tout le monde, et puis d'autre part parce qu'il y a l'évolution naturelle du profil des gens qui sont accueillis au sein de nos EHPAD et qui va nécessiter, on en parlait tout à l'heure juste avant le webinaire, une présence soignante clinique de plus en plus importante. Bon. Donc je ferme cette parenthèse-là, voilà un peu sur le portrait landais. Je voudrais revenir sur plusieurs points que vous avez présentés, et d'abord sur l'enjeu de qualité, vous l'avez très bien dit, où on le sait, c'est vrai dans le secteur des EHPAD, c'est vrai aussi dans le secteur médico-social du handicap, peut-être un tout petit peu moins, mais quand même, les gens font des choix sous contrainte d'offre. Et la rationalité de la décision, vous avez évoqué l'urgence de prendre une décision pour soi-même ou pour un proche, et puis je suis allé regarder le site de la CNSA, sur le site des personnes âgées, et puis je suis allé aussi voir d'autres sites. Je me suis dit comment choisir un EHPAD. Donc je suis allé sur Google, et voilà. Donc on a un certain nombre de sites qui mettent des critères en avant. Certains, vous les avez repris, donc on vérifie son statut, etc. etc. Bon, très bien. Mais contrairement à d'autres secteurs connexes, si on prend le secteur sanitaire, sans aller dans des secteurs qui sont vraiment dans l'économie de marché, eh bien, l'usager, le citoyen, n'a pas d'indicateurs de qualité de service rendu, un certain nombre d'indicateurs cliniques que vous avez évoqués, que vous n'avez pas pu prendre dans votre thèse, qui permettraient aux gens de faire un choix plus éclairé et aux régulateurs, ARS, CNSA, ARS et départements, d'avoir un dialogue avec le porteur, avec le gestionnaire de l'EHPAD, pour aller considérer la qualité au regard des dotations publiques qui lui sont versées et de la facturation, à l'usager. Il n'y a pas dans le secteur médico-social et dans le secteur des EHPAD en particulier l'équivalent de ce qui existe du côté de la Haute Autorité de Santé pour les établissements de santé, qui s'appelle Scope Santé. Vous avez tous les indicateurs. Alors, il faut connaître Scope Santé quand on est citoyen lambda. OK. Mais voilà, mais en tout cas, on peut aller regarder, comparer, essayer de se faire son propre choix en fonction d'eux. Donc ma première question, elle est sur cet élément de la façon dont on peut avancer. Vous avez cité l'Allemagne. On pourrait avancer sur la mesure de la qualité et avoir des indicateurs de qualité de service rendu un peu plus robustes, qui éclairent mieux le choix des personnes et surtout qui permettent au régulateur d'exercer son rôle plein et entier sur les prix. De votre point de vue, si vous aviez à refaire votre travail de thèse, je ne dis pas que vous le refassiez, mais quels sont les indicateurs que vous auriez aimé trouver pour aller questionner cette question de et du coup corréler la qualité à la fixation des prix? Qu'est-ce qu'il faudrait aller chercher? Alors, je pense que c'est une question importante. Je pense que là, depuis les scandales Orpea et toute cette période-là, il y a quand même eu des mouvements sur la mesure de la qualité dans les établissements. Aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé au stade où on a mesuré des indicateurs. C'est vrai que moi, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est voilà, je l'ai fait en plus dans le sens de la recherche. C'est pas forcément les mêmes objectifs qu'il peut y avoir. Mais après, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu, dans ma présentation, présenter ce qui était fait à l'étranger. Parce que ça a été fait dans beaucoup de pays, et notamment des indicateurs pour les consommateurs, avec
plein de débats sur l'impact que ça peut avoir. Il y a d'ailleurs beaucoup d'articles qui ont questionné l'impact d'informer, avec souvent, comme pour Scope Santé, le fait que finalement la personne lambda, c'est pas forcément l'information. Mais c'est vrai que ça permet au moins d'avoir des indicateurs, au moins pour les financeurs aussi, pour les recherches. Et c'est vrai que je pense que ce qui serait pertinent pour moi, c'est d'aller vers ce qui existe à l'international, dans le sens où ça permet aussi de pouvoir se comparer aux autres pays, ça permet aussi de pouvoir bénéficier de ce qui s'est passé à l'étranger, comment eux, ils ont réussi à développer, peut-être prendre quelques pays pour qui ça s'est bien passé. Donc voilà. Après, je ne suis pas non plus une experte de chaque pays a fait quoi, parce qu'ils ont tous fait des choses, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que j'avais voulu remettre un peu ce qui était, par exemple, les SCOT, c'est très intéressant. Là, quand je suis allée à une conférence internationale sur Evidence-Based in Long-Term Care, donc voilà, il y avait des chercheurs et des administrations de plusieurs pays qui venaient présenter, et il y avait une session spéciale à SCOT, quoi, où il y avait plusieurs pays qui venaient avec, voilà, nous, on l'a utilisé de telle manière. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant de se dire que finalement, on utilise des outils qui sont développés et qui sont validés par plusieurs chercheurs, par plusieurs aussi qui ont été développés aussi sur le terrain dans plusieurs pays. Donc ça permet aussi de se dire voilà, comment nous, on peut l'utiliser dans notre contexte spécifique. Et c'est en soi intéressant, je pense, peut-être de questionner un peu ces indicateurs-là et de rentrer aussi dans les travaux. Je sais que à cette conférence, j'avais entendu des chercheurs qui parlaient justement sur la qualité de vie au travail. Donc, je pense rentrer aussi dans cette dynamique internationale. En plus, ça permet aussi, parce que souvent, il y a plus de publications, donc c'est plus validé aussi en termes de recherche. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant. Et du coup, de relier ça à la partie évaluation de la qualité, en fait, dans les EHPAD, parce que finalement, par exemple, la SCOT, c'est vraiment fait pour l'établissement. Enfin, c'est pas qu'un outil d'évaluation, c'est aussi dans l'établissement interroger les personnes sur leur bien-être quotidien. Donc en fait, ils vont interroger chaque résident avec deux types de questionnaires. Un questionnaire qui peut être directement fait à la personne si elle est en capacité cognitive de répondre, et un questionnaire qui est adapté pour les personnes qui ont plus de difficultés. Et du coup, ça a été pensé en fait avec différentes dimensions sur sa sécurité, son hygiène, le respect de ses droits. Enfin voilà, je crois qu'il y a 12 dimensions. Et en fait, voilà, l'idée moi je trouve ça assez intéressant pour l'établissement, mais aussi pour les acteurs et pour le fait qu'on puisse ressortir des indicateurs qui sont validés. Un peu et standardisés, donc, et comparables donc du coup à ce qui peut se passer ailleurs. Voilà. Je peux continuer ? Oui, il vous reste encore un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps, ouais. Ok, ça marche. Alors sur la qualité, il y a beaucoup à dire, vous l'avez dit, hein, mais on peut aussi considérer que il y a, au-delà de la réforme qui a été faite par la Haute Autorité de Santé, les textes qui sont sortis et vous l'avez très bien expliqué, sur le nouveau rythme et puis le référentiel unique d'évaluation du secteur social et médico-social. C'est vrai que les équipes, le financement global des EHPAD aujourd'hui n'a pas véritablement, enfin en tout cas là on l'a vu dans votre recherche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre le prix et la qualité. Mais à contrario, il n'y a pas véritablement positivement d'incitatifs financiers liés à la qualité. C'est-à-dire le fait qu'un EHPAD soit vertueux n'a pas d'effet structurel sur son financement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire valoir un certain nombre de dimensions auprès de ses financeurs, mais ça n'a pas de corrélation, de corrélation forte. Et de la même façon que un certain nombre d'équipes qui se lancent dans des labels ou des certifications qui vont aller sur le type d'approche psychosociale, les approches non médicamenteuses, etc., un certain nombre de labels qu'on ne citera pas mais qui sont bien connus du secteur, eh bien, ces labels-là ou ces certifications ne
ne viennent pas cocher les cases de ce qui leur est demandé réglementairement dans le cadre de la réforme qui a été menée dans le cadre des compétences attribuées à la Haute Autorité de Santé. Donc là, on a aussi un enjeu de régulation qui n'est pas celui du prix, mais qui est la corrélation entre des démarches vertueuses de qualité dans un secteur qui souffre et la façon dont les incitatifs financiers peuvent venir soutenir et valoriser ça. Je ferme cette parenthèse. Je voudrais après aller très directement sur le secteur lucratif et sur la question des prix. Vous l'avez dit, mais vous ne l'étudiez pas dans votre thèse, et vous avez cité le scandale Orpea, c'est qu'on voit qu'on peut se poser la question politique au sens des politiques publiques, de savoir est-ce qu'il est totalement normal que quand il s'agit de service à la population, on soit dans un champ capitalistique pur et que l'argent public et l'argent du citoyen génèrent des dividendes. C'est-à-dire qu'on soit dans une structure capitalistique, y compris avec des structures capitalistiques qui dépassent très largement nos frontières. Française ou Europe, c'est-à-dire avec un certain nombre de fonds de pension. Donc je ne vais pas tirer ce fil-là, mais dans les Landes, c'est une position forte, c'est-à-dire de dire qu'il n'est pas question que sur ce type de service à la population, que ça soit géré par le secteur public ou le secteur associatif non lucratif, il n'est pas question d'ouvrir le champ, c'est compliqué à tenir, mais d'ouvrir le champ à une captation d'un certain nombre de financements qui viendront, in fine, augmenter la facture auprès de l'usager. Dans votre étude, dans votre recherche, vous dites qu'il y a une majoration du prix sur le pouvoir de marché. Bon, vous n'avez pas étudié, savoir où allait cet argent. Mais après, moi, je suis vraiment restée sur la théorie économique, la théorie, qui est assez claire finalement. Enfin, de toute façon, un établissement qui est lucratif, son objectif, c'est de faire du profit. Donc, de toute manière, là-dessus, on est d'accord. Après, le fait enfin, moi, je suis pas une politicienne, donc c'est pas forcément mon rôle de dire est-ce qu'il faudrait ou pas. Moi, ce qui, je pense, est intéressant dans notre étude, c'est de montrer que peut-être aussi, sans aller jusqu'à dire on ne veut pas du tout du secteur lucratif, ce qui serait plutôt une question politique. Bon, voilà, après, moi j'ai mon avis personnel, mais ce n'est pas forcément celui qu'on a envie de savoir. Mais après, c'est plus de peut-être faire des seuils ou peut-être questionner le fait d'avoir de la concurrence dans le territoire, parce que même les plus grands libéralistes, ils savent que finalement, s'il n'y a pas la concurrence qui permet de réguler le secteur, on arrive sur des dérives qui... donc la régulation de la concurrence, je pense que ça peut être un élément sans dire on interdit ou on ne souhaite pas. Alors, il peut y avoir encore des départements qui ne souhaitent pas avoir de secteur lucratif. D'ailleurs, on le voit très bien sur la carte. Mais après, peut-être nationalement ou peut-être questionner en disant peut-être qu'il y a des limites. Ma question, elle est, est-ce que vous avez des exemples, j'en cherche dans d'autres pays, où le secteur lucratif existe, pour ça il y a quand même beaucoup de pays, mais où il y a une régulation qui est un réinvestissement d'une part, toute partie d'une part des dividendes générés par la facturation, dans de la démarche qualité, vous voyez, est-ce que on a, parce que je pense à ça parce qu'il me semble qu'il y avait une tentative législative récente d'imposer le fait que les dividendes générés par les EHPAD lucratifs puissent être réinvestis en partie dans la vie des structures. Il me semble que l'article avait été légèrement retoqué. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que sur la régulation, je ne peux pas faire trop de politique, mais sur la régulation de la part des autorités, c'est évidemment c'est extrêmement compliqué en droit français et en droit européen d'interdire une entrée. Donc on prend des mécanismes de régulation qui font que finalement la régulation de l'offre sur un territoire désintéresse le privé lucratif. C'est-à-dire qu'on met un niveau de régulation, c'est ce qu'on fait dans les Landes, qui fait que un grand groupe qui voudrait s'implanter dans les Landes dirait mais finalement les règles fixées par le conseil départemental ne lui permettraient pas d'avoir son modèle économique avec son taux de rentabilité.
Mais donc, voilà. J'avoue, je n'ai pas trop la réponse. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des expériences à l'international. J'avoue, je ne connais pas assez bien sur cette partie-là pour pouvoir... Mais je pense qu'effectivement, ça serait intéressant. Mais bon, je ne sais pas si ça passerait quand même. Mais... Le dernier point dans votre travail de thèse, après je me tais, c'est l'impact de l'immobilier et du foncier. Et je pense qu'il y a un certain nombre de territoires, dans les Landes c'est le cas, où on a une zone littorale, hein, donc on a de la pression foncière sur le littoral et le rétro-littoral. Et donc du coup, il y a aussi des logiques publiques, de régulation publique, sur des foncières, sur le fait de garder la main sur l'immobilier disponible, et aussi tout un dialogue avec les élus locaux qui peuvent être démarchés, et puis qui ont la vocation de l'aménagement de leur territoire local, pour les mettre dans un réseau territorial qui leur permette de faire des choix qui ne les mettent pas en difficulté plus tard quand il s'agit d'implanter des structures privées lucratives. On évoquait avant ce webinaire, on parlait des EHPAD, mais on parlait aussi de ce qui se passe sur les résidences-services, ce qui se passe sur les résidences autonomie, et ce qui se passe aussi en termes de risque d'effet de marché non régulé sur l'habitat inclusif, puisqu'on peut avoir aussi des solutions clés en main par des opérateurs qui avancent avec une foncière, le packaging sur l'immobilier, et derrière le package de services aux personnes proposé aux élus locaux. Voilà, j'ai été bavard. Non, c'était vraiment parfait. On est pile dans les temps. Merci à tous les deux. Merci Anne. On repart avec plein de pistes pour la recherche et pour les politiques publiques, de pistes de réflexion, d'échanges et de débats. Alors, on a quelques questions, mais il y en a une qui rejoint, une qui vous a déjà été posée, donc sur nous en dire plus sur les indicateurs de qualité que vous avez choisis et sur leurs possibles évolutions. Mais bon, du coup, celle-là, je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, parce qu'on y a déjà pas mal répondu. Oui. Après, c'est vrai que... je vais plus contextualiser mon projet. Il faut reconnaître que mon étude, les données datent maintenant. Enfin, il y en a, c'est 2015, ça va bientôt faire 10 ans. Et après, par exemple, sur les taux d'encadrement, il y a très peu d'évolution parce que les enquêtes HPA, parce que là, je ne pouvais pas réutiliser parce qu'en fait, c'est appareillé au SNDS, j'ai fait 3 ans de démarche administrative pour avoir les données. Donc voilà, on ne recommence pas comme ça. Mais après, en fait, quand même, en regardant l'évolution sur l'enquête HPA, par exemple, 2019-2023, il y a très peu de variations, par exemple, sur les ETP de personnel. Il n'y a pas eu des variations majeures. Enfin, il y a des variations, mais elles sont vraiment minimes. Sur l'offre, c'est pareil, ça ne bouge pas non plus de façon énorme. Donc, c'est vrai que c'est vrai que les indicateurs, ça mériterait... après, on rentre plus sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur quel type d'indicateurs, quels nouveaux indicateurs il serait intéressant de développer. Et c'est vrai que là, j'ai un peu répondu de façon avec la littérature, mais je pense que ça, après, c'est pas forcément... c'est plus aux instances voilà, qui, par exemple, à la HAS, je pense qu'ils travaillent là-dessus en ce moment, donc je ne veux pas répondre pour eux. Et donc, effectivement, il y a cette question que les données que vous avez exploitées dans votre thèse, elles ont été construites entre 2015 et 2019. Ouais. Et on peut se poser, on l'a évoqué, la crise Covid, le scandale Orpea, et on peut se demander est-ce que ça a impacté, notamment on le sait, voilà, c'est des établissements qui sont moins remplis, est-ce que ça aurait poussé le secteur privé lucratif à baisser les prix? Oui, c'est sûr que je pense que depuis, effectivement, parce que moi c'est vrai que mon étude est avant le Covid, depuis il y a eu le Covid, qui a forcément changé beaucoup de choses. Enfin, elle a changé, je pense, des choses surtout sur le taux de remplissage des établissements. Oui. Et notamment même dans le secteur non lucratif, où ils ont commencé à ce qu'avant, historiquement, on avait le secteur lucratif qui était non lucratif qui était rempli. Et le secteur non lucratif qui était plus vers les 80, un peu moins. Voilà, un petit peu moins rempli. Et du coup, c'est vrai que là, il y a eu une vraie baisse dans le secteur non lucratif et dans le secteur lucratif aussi.
avec des conséquences importantes, dont notamment, je pense que ça a impacté les prix. Je ne pense pas que ça ait impacté la qualité, mais je pense que les prix, ils les ont peut-être baissés pour essayer d'attirer, mais je ne sais pas. Après, je pense qu'il y a une question... voilà. Après, on rentre plus dans la politique, parce qu'il y a eu un choix politique d'aider ces secteurs lucratifs, qui a été fait. Voilà, après... Ouais, je ne sais pas. Alors, on pourrait renvoyer la question à la CNSA, puisque l'Observatoire des prix, mais ça serait intéressant. Moi, je sais pas si le secteur lucratif a structurellement baissé ses prix. En tout cas, dans la foulée du scandale Orpea, on a tous vu passer qu'il y a eu des démarches marketing, commercial, à la fois pour restaurer l'image, tenter de restaurer l'image, et puis voilà, faire des prix ou des facilités. Voilà. Bon. Tout le secteur, y compris pour le coup le lucratif, s'est pris l'inflation, etc., en sortie de crise Covid. Donc nous, en tout cas, dans les Landes et le dernier rapport du Sénat, les rapports de la Cour des comptes, etc., alors modulo sur le secteur lucratif, parce qu'on n'a pas accès à la totalité des comptes, donc, mais en tout cas sur ce qu'on peut voir, et dans les Landes c'est le cas, tous les EHPAD, quel que soit leur statut, et voilà, ont plongé. Et donc là, on les maintient comme on peut, le on étant la CNSA, l'ARS, les départements. Ils ont tous plongé avec l'inflation, etc. Et les revalorisations, etc. Bon, donc probablement que dans le secteur lucratif, par l'effet de l'inflation et les mécanismes des dividendes et les taux de rendement qu'il faut, le taux de retour sur investissement qu'il faut maintenir, parce que c'est le modèle, m'étonnerait que les prix aient structurellement diminué. Mais, bonne question pour la CNSA. On note bien cette question. On l'a déjà fait également un petit peu. On a une autre question sur le prix moyen payé par le résident, donc qui est 2 000 €, pourrait être réduit de combien si la concurrence était réelle? On est sur une question technique. Existe-t-il des modélisations en ce sens? Non, c'est vrai que... Après, là, c'était 2 000 €, c'est avec les établissements publics et privés non lucratifs. Oui, donc, c'est la moyenne générale. Là, mon étude, elle est plus sur les établissements lucratifs. Donc, on est plus à 2008, je crois, en moyenne. Et donc, nous, ce qu'on montre, c'est que sur ces 2008, il peut y avoir une variation de près de 200 € qui est liée au pouvoir de marché dans le territoire. Par mois. C'est quand même beaucoup. Mais après effectivement, sur les autres établissements, la concurrence peut jouer aussi. Hein. Donc, nous, on l'a moins étudié. Parce qu'on a quand même regardé, d'ailleurs, c'est des résultats que je n'ai pas présentés, mais on a quand même regardé l'impact sur le secteur non lucratif de la concurrence du secteur lucratif. Et ce qu'on a observé, c'est une hausse du prix dans le secteur non lucratif. Donc lié au pouvoir de marché du secteur lucratif dans le territoire. Donc le fait qu'ils aient plus de concurrence par le secteur lucratif, ils augmentent le prix du secteur non lucratif. Mais par contre, ils augmentent leur qualité avec, dans le sens où il y a plus de taux d'encadrement en personnel d'accompagnement et hôtelier. Donc en fait, on retrouve du coup... voilà. Mais je ne sais pas si j'ai exactement répondu à la question, mais voilà, j'espère. On espère aussi. Il y a une autre question. Que pensez-vous des avantages et des risques de la publication d'indicateurs de qualité afin de les rendre accessibles au grand public? C'est sûr, c'est une question importante. La plus grosse question qui est dans la littérature, en fait, qui se pose, il y a quand même beaucoup d'articles qui se sont questionnés là-dessus sur... l'impact que peut avoir la publication d'indicateurs. Alors, avec les impacts positifs et négatifs, on va dire que les impacts positifs, c'est que généralement, ils améliorent les dimensions mesurées.
Donc les établissements vont faire des efforts sur les dimensions qui sont mesurées, sauf qu'on ne peut pas tout mesurer. Et donc forcément, les dimensions qui ne sont pas mesurées peuvent en pâtir. Donc c'est souvent ce qui a été pointé du doigt sur la critique de la mesure de ce type d'indicateur et de la publication de ces indicateurs-là. Après, je n'ai pas eu l'impression, par exemple, sur l'hôpital, que ça a que ça a eu des conséquences dramatiques non plus. Donc, je pense que c'est quand même intéressant. Alors après, je pense que ce n'est pas à moi de décider si... je pense que je peux juste apporter des éléments de discussion là-dessus, sur le fait que, voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Après, je pense que c'est quand même intéressant pour... par exemple, je prends un exemple, hein, mais aux États-Unis, du coup, les nursing homes, elles sont financées à la qualité. Et en fait, du coup, leurs taux de prescription potentiellement inappropriés sont beaucoup plus bas dans leurs établissements, parce que c'est un des indicateurs qui est identifié dans le... Alors après, on peut se questionner, est-ce que finalement la personne... Mais c'est quand même intéressant sur certaines dimensions sur lesquelles on est à peu près sûr que... Alors après aussi, ça peut être adapté. Il y a des politiques, des fois ils adaptent aussi, où c'est aider aussi les établissements à eux-mêmes... Je sais que la CNSA, la CNAM le fait un peu avec les EHPAD. Il leur envoie, par exemple, sur les médicaments, sur les hospitalisations, il leur envoie où est leur établissement par rapport aux autres. Donc ça, c'est plus le benchmarking inter-établissement. Mais c'est des éléments... Enfin, je pense que c'est des choses qui doivent être questionnées. Après, je n'ai pas toutes les réponses non plus sur... il y a des avantages et des inconvénients à chaque méthode, mais je pense que ça serait quand même intéressant de développer un petit peu plus les indicateurs de qualité en France. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir sur avantages-inconvénients pour moi, le plus gros avantage, c'est ce qu'on dit, et puis, voilà, et ce que rappelle Anne, c'est-à-dire que ça augmente quand même la capacité de choix, et ça peut être un levier, si on met en corrélation la qualité du service rendu aux personnes avec des indicateurs liés à la QVCT, c'est-à-dire que les deux sont, ce que vous avez dit, c'est intimement lié. Donc il faudrait voilà, avancer sur les deux axes en même temps. Pour moi, c'est quand même c'est profondément vertueux. Sauf qu'il ne faut pas en déduire ce qu'on ne peut pas en déduire. C'est-à-dire que ça, c'est ma position perso, hein. Je ne parle pas en tant qu'agent du conseil départemental des Landes, c'est ma position perso. C'est que ce qui serait intéressant, c'est que les équipes des EHPAD, mais plus largement du secteur médico-social, qu'une part du financement soit véritablement affectée à la qualité, à l'amélioration de la qualité, et que ça échappe à la mesure administrative de tel indicateur vaut tant d'euros en plus ou en moins. C'est-à-dire qu'on ne traduise pas des indicateurs de qualité en ratio économique, en proxy financier. Voilà. Ce qui pourrait être une tendance. Mais pour moi, on a encore beaucoup de marge de progrès sur la valorisation des démarches qualité qui sont déjà mises en œuvre dans un certain nombre d'établissements, je citais un certain nombre de labels, voilà, etc. Et qu'aujourd'hui, ça ne joue pas, enfin, je ne dis pas que ça joue en défaveur, mais en tout cas, ça ne joue pas en faveur du financement ou de la reconnaissance ou de la notoriété de l'établissement vis-à-vis de ces autorités de tutelle de façon générale. Et vis-à-vis de la population encore moins, parce qu'ils ne sont pas connus. Elles ne sont pas connues, ces démarches qualité. Un dernier point, c'est-à-dire quand on voit, et ça c'est profondément connu, c'est-à-dire un EHPAD qui est particulièrement bon en prévention, de façon générale, et donc qui met en place des mesures de qualité sur la prévention, les chutes, les infections, très bien, et qui limite du coup la perte d'autonomie, voilà, qui maintient l'autonomie fonctionnelle des personnes, etc. Coupe pathos, il est perdant. Puisqu'on corrèle le GMPS au fait que, voilà, et ça on le sait, tout le monde le sait, donc après il y a ceux qui se débrouillent mieux avec leur coupe pathos que d'autres. Et toutes les stratégies associées. Et là on a un problème, c'est-à-dire que là on a un modèle non vertueux. Bon, voilà.
Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Donc, merci Anne Penaud pour votre présentation de votre recherche et merci Saïd Assef pour cette discussion. Comme à mon habitude, on va terminer ce webinaire en remerciant toutes les personnes que vous n'avez pas vues à l'écran, mais qui pourtant, sans elles, ce webinaire n'aurait pas lieu. Donc, on remercie évidemment les services de communication de la CNSA pour leur travail, également à Formule Magique, François, Léna, Julie et toute l'équipe aussi en régie. Et puis, merci à notre assistante Marie-Catherine Permel qui s'occupe de plein de choses au sein de notre direction. Et puis, donc, vous allez pouvoir retrouver très rapidement le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la CNSA, donc du service public de l'autonomie. Donc, rendez-vous très vite en ligne. Et puis, vous allez aussi, on va vous reprojeter la petite slide sur le programme pour que vous puissiez voir que nous nous retrouverons très bientôt, donc le 12 novembre à la même heure, comme je le disais en introduction, donc de 13 à 14 h. On se retrouvera avec Camille aux épaules qui nous parlera donc des disparités territoriales de l'APA. Et d'ici là, vous pouvez rester connecté sur l'ensemble des réseaux sociaux de la CNSA, LinkedIn, Twitter, et vous inscrire à la liste de diffusion de la CNSA pour être tenu au courant de ces différents webinaires, recherches, mais pas que. Plein d'autres informations y sont présentes. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et à vous souhaiter un très bon après-midi. Et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à vous. Au revoir.